Bonjour pour celles et ceux qui étaient déjà là avec nous juste avant. Merci beaucoup pour votre participation, pour certains à la première table ronde et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route à cette deuxième table ronde. Un petit mot d'accueil, je ne vais pas refaire le mot que j'ai fait ce matin, mais juste pour vous préciser que cet événement est organisé par l'Autorion, qui est le média des Jeunes Européens France, co-organisé avec les 3 sections locales des Jeunes Européens France en Ile-de-France, donc les Jeunes Européens étudiants de Paris, les Jeunes Européens Sciences Po et les Jeunes Européens professionnels d'Ile-de-France. On est très heureux de pouvoir continuer cet événement avec des tables rondes avec des thématiques toujours plus variées et des intervenants toujours plus intéressants. Je remercie nos 4 intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Je remercie tout d'abord Marc Mortelmans, vous êtes journaliste pour l'émission Mécanique du vivant sur France Culture. Je sens qu'il y a une précision à apporter. Exact. Ah, bah, parfait. Et vous êtes le fondateur du podcast Baleine sous gravillon, qu'on vous invite évidemment toutes et tous à aller suivre. Colline Arnoux, j'essaie d'alterner un petit peu. Colline Arnoux, vous êtes chargée de projet au secrétariat international de l'eau. Vous n'êtes pas journaliste, mais les actions du secrétariat international de l'eau pour parler de ces questions d'eau qui sont essentielles au niveau climatique, au niveau de l'environnement plutôt, vont être hyper intéressantes puisque vous en parlez beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est la thématique de notre table ronde. Tiffany Fillon, vous êtes journaliste pour le média Enter, dont votre collègue était aussi juste avant. Le média Enter, qui on le rappelle, est donc le média en ligne et européen, notamment créé par Radio France Internationale et France 24. Et puis Diego Ferraz, merci beaucoup. Vous étiez déjà là hier, vous êtes journaliste freelance pour Climatica. Alors, journaliste, vous n'avez pas une formation de journaliste proprement parler, mais en tout cas, vous écrivez en tant que journaliste. Et puis, vous êtes scientifique spécialisé sur les questions environnementales. Si on voulait caricaturer ou simplifier, on dirait que vous êtes climatologue, mais vous n'avez pas une formation sur climatologue, ce que vous nous expliquez hier. Merci à tous les 4 d'être venus. Pour commencer cette table ronde sur le rôle des réseaux sociaux dans la formation sur les questions climatiques, je vous propose peut-être de faire juste un tour de table et que vous nous expliquiez un petit peu, parce que là, moi, je vous ai présenté très rapidement, mais ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ce que vous promouvez sur les réseaux sociaux et comment vous traitez de ces questions-là. Pour introduire cette table ronde, Marc, je vous laisse commencer. D'accord. Alors, bonjour à tous, je suis content d'être là, salle magnifique. Alors moi, je fais des podcasts, et donc en soi, c'est déjà un média, et donc la question, c'est les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une manière, on va dire, de faire la promo de ce que je fais à France Culture et à Baleine sous gravillon. Et effectivement, alors après, je ne sais pas si tu veux que je détaille davantage ce que j'ai fait. Tu as parlé d'un petit tour de table, donc je ne sais pas si la réponse suffit. Enfin, en gros, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pour faire de la promo qu'on va qualifier d'intelligente, sachant que ma ligne en matière de communication, c'est toujours d'apporter ce que j'appelle du biscuit naturaliste. Alors, enfin, moi, Baleine sous gravillon, Mécanique du vivant, mon truc, c'est ma boutique, entre guillemets, c'est vraiment le vivant, davantage que le climat. Les deux sont très liés, j'imagine, c'est un peu pour ça que je suis là. Voilà, donc biscuit naturaliste, c'est quoi ? C'est du factuel, c'est des processus, plus que de la promo stricte. C'est vachement bien ce qu'on fait, venez voir. Enfin, moi, c'est toujours des infos qui, en soi, sont déjà j'espère, utiles pour celles et ceux qui auront envie de suivre. Alors pour Enter, nous en fait on a un média européen, donc on a plusieurs rédactions en Europe, on travaille tous ensemble et le projet en lui-même c'est un projet qui est 100% sur les réseaux sociaux. Donc c'est un média voilà, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube aussi. Donc forcément, on a une approche réseaux sociaux très bien chartée, on va dire. La question climatique, on l'intègre en fait dans notre ligne éditoriale parce qu'on est un média sur la jeunesse, en fait. Et on sait que la nouvelle génération, quand même si c'est globalement le cas, mais je veux dire, il y a aussi des gens réfractaires dans la nouvelle génération, mais la nouvelle génération quand même est intéressée par les sujets climat. Donc, on en parle, on fait des vidéos, des reels, des posts, des dessins. Enfin voilà, on a vraiment une approche très créative pour rendre visible la question environnementale. Donc voilà. Merci. Du coup, à Solidarité Eau Europe, l'ONG, du coup, c'est l'antenne européenne du secrétariat international de l'eau.
Donc nous, on est présents sur tous les réseaux sociaux, en particulier pour informer sur nos projets, sur nos missions, mais également pour sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et particulièrement aux enjeux liés à l'eau, car nous, on voit vraiment la question de l'eau comme... En fait, la crise climatique est une crise de l'eau et inversement. Et du coup, on essaye de sensibiliser un public le plus large possible. C'est vrai que notre public de base, c'est les jeunes entre 18 et 35 ans parce qu'on a tout un volet de notre stratégie qui est ciblé sur la jeunesse pour renforcer les capacités des jeunes et leur donner les clés et la motivation pour travailler et être les acteurs de demain dans le secteur de l'eau et le secteur de l'environnement plus largement. Donc c'est vrai qu'on a un public majoritairement d'initiés, mais on essaie d'avoir des postes de qualité et assez responsables pour aussi sensibiliser un public plus large et pour intéresser un public qui ne soit pas nécessairement d'initiés, mais à se questionner, à s'interroger sur les questions liées à l'eau. Merci. Et c'était intéressant, je le précise quand même aussi, de vous avoir en tant qu'ONG pour savoir comment on traite les questions aussi d'un point de vue pas spécialement journalistique, mais aussi juste parler de l'eau. Et j'associe la parole du coup à Diego Ferraz qui est très actif sur les réseaux sociaux également pour présenter un peu comment vous en parlez. Yeah, I was waiting for the translation. Sorry, I so regret that I skipped French in high school. It's really a pity. But anyway, yeah, I'm doing social media content for, I think, in all the formats I can. Twitter, Instagram, TikTok, and also Twitch. And we will talk about Twitch also in the next conversation, the next point. But yeah, I'm also collaborating with Climatica, and Climatica is a newspaper magazine specialized in climate change, the first one in Spain, and also with different fact checkers like Maldita. I talked yesterday about Maldita. It's also a nice fact checker about everything, but they have a specialized in climate issues, and I'm also part of the experts in Maldita group. So yeah, I'm trying. So I'm a scientific. I have scientific formation, but since I saw the gap between science and society, I start to communicate the science in the way that I think it's important. So that's why I start to do everything, like write. I also tried to do a podcast, but I couldn't continue because it was a lot of work. So yeah, I think that's it. Merci beaucoup pour vos 4 présentations. Sur cette question, du coup, sur le rôle des réseaux sociaux, au moment où on a préparé cette conférence, notamment avec l'équipe du Taurillon, en fait, on a voulu commencer par le début et se poser la question de comment est-ce que les réseaux sociaux ont un peu fait évoluer la manière dont les journalistes couvrent les questions climatiques. On sait aussi que les questions climatiques étaient beaucoup moins couvertes avant l'arrivée des réseaux sociaux, mais que c'est pas forcément un lien de causalité. Mais je commence avec vous, peut-être Marc Mortelemans, parce que vous êtes à la fois journaliste pour France Culture et à la fois journaliste sur les réseaux sociaux, sur cette différence de traitement qu'il peut y avoir des questions climatiques sur les 2 plateformes. Quelle plateforme? En fait, c'était plus Mécanique du vivant en baleine. La radio, oui, voilà, Mécanique du vivant et Baleine sous gravillon, par exemple. Pardon, repose encore la question, j'ai pas compris. La question que je posais, c'était quelle est comment est-ce qu'on traite les questions climatiques et quelle est la différence quand on traite ces questions-là, quand on les traite sur une radio, France Culture en l'occurrence, une radio de grande écoute, et quand on va la traiter dans des podcasts ou sur les réseaux sociaux. Il y a une grande différence parce que disons que pour France Culture, je suis entouré de toute la machine de guerre Radio France et donc je m'occupe pas, pour ainsi dire, de tout ce qui est communication sur ce qui est fait. Enfin, je rappelle, juste pour situer encore une fois, moi vraiment, je raconte le vivant, les interactions entre toutes les chaînes de causalité, de conséquences qu'il y a quand on prend une espèce, qu'on la retire d'un milieu ou qu'on la remet. Typiquement le loup, par exemple, ou ce qui se passe avec les requins. Tous ceux qui sont là, j'imagine, connaissent l'importance des océans dans nos vies. Donc bref, tout ce qui est France Culture, j'ai pas vraiment mon mot à dire et c'est pas moi qui le fais. Pour ce qui est de Baleine sous gravillon, comme je le disais tout à l'heure, moi en tout cas j'essaye de toujours ne pas voir ça que comme une espèce d'infoservice, c'était le jour à telle heure ou des choses comme ça, mais de toujours illustrer un point simple sur tel ou tel aspect du podcast. Pour déjà nourrir une espèce de réflexion. Moi, j'essaie d'attirer par le sens, par le contenu,
Et il y a beaucoup de dévoiement sur ces réseaux sociaux. Enfin, peut-être c'est de ça qu'on va parler. Peut-être je passe la parole. Oui, c'est très bien, Tiffany. Je vous laisse peut-être enchaîner, puisque vous, Enter, vous avez la particularité d'être présent, beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux et quasiment même que sur les réseaux sociaux, si je me trompe pas. Oui, on est vraiment que sur les réseaux sociaux, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au côté didactique. Expliquer simplement aux gens quels sont les enjeux d'une problématique relative au climat. C'est ce qu'on essaye de faire, en fait. C'est pas simple parce que en fait les sujets climatiques c'est des sujets scientifiques aussi beaucoup, donc ça demande une capacité de vulgarisation et de compréhension en fait des enjeux à la base, et ensuite après il faut arriver à créer un contenu qui soit intéressant, qui soit catchy aussi, parce qu'il y a une concurrence sur les réseaux sociaux en fait. Enfin on est sur son téléphone et il y a plein de vidéos qui défilent et pourquoi tu vas t'arrêter sur cette vidéo et pas sur une autre. Voilà, ça c'est vraiment tout l'enjeu des réseaux sociaux. Et nous, en fait, on essaye de traiter ces questions-là, et du coup, ça passe par, le côté créatif, il est super important pour attirer les gens, et donc ça passe par des idées de réalisation, de mise en scène. Quand on fait des reels, par exemple, on peut avoir un petit côté humoristique par moment. On a aussi, une journaliste qui dessine. Donc voilà, on essaye de faire tout ça, donc il y a vraiment ce côté didactique, on explique les choses et on illustre aussi à côté. Et c'est important dans une, je pense, stratégie globale de lutte contre les fake news, parce que c'est quand même un peu le problème aussi avec les réseaux sociaux, et notamment sur les questions climatiques, parce qu'il y a un climato-scepticisme qui s'est développé quand même sur ces réseaux, et que nous, en fait, on est là, on essaye de contrebalancer ce climato-scepticisme, et on fait un peu ce qu'on peut, quoi, sincèrement, parce que c'est des sphères de gens, enfin bon, voilà, voilà. Alors, on va en parler dans un instant du climato-scepticisme. Je voulais quand même poser juste une question à notamment Colline, parce que vous parlez au secrétaire international de l'eau d'un sujet qui semble simple et qui, mine de rien, est très complexe, la question de l'eau. Et je vais savoir, en parler sur les réseaux sociaux, est-ce que, à cause de cette économie de l'attention dont parlait Tiffany, le fait qu'il faut absolument attraper l'attention des personnes le plus rapidement possible et de cette concurrence, est-ce qu'on n'y perd pas en information? Est-ce que c'est pas plus compliqué d'expliquer des sujets si complexes sur les réseaux sociaux? C'est une excellente question. En plus, je suis chargée aussi de la communication au sein du secrétariat international de l'eau, donc je maîtrise un peu à ces aspects-là. C'est vrai que nous, comme je disais, on a un public d'initiés, donc on va quand même majoritairement vulgariser certaines informations, et je pense que c'est aussi l'atout des réseaux sociaux. Ça va permettre de relayer des informations médias dans les réseaux sociaux de manière simplifiée pour que ce soit accessible à un plus grand nombre. Mais nous, au-delà de l'information sur les réseaux sociaux, on essaie aussi d'être dans un élan de pédagogie de manière générale, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer des événements culturels, on va essayer d'aller aux rencontres des citoyens pour sensibiliser à ces enjeux-là au-delà des réseaux sociaux, pour permettre vraiment une compréhension des enjeux dans leur globalité et de sensibiliser encore une fois un large public. Je me tourne pour terminer cette question du traitement sur les réseaux sociaux vers Diego. Vous produisez beaucoup de vidéos, notamment on le voit souvent en vous montrant aussi, enfin à titre personnel, je veux dire, en attirant cette question aussi sur votre personne, en vous montrant en tant que journaliste sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous contribuez justement, enfin comment est-ce que vous essayez d'attraper, j'ai pas d'autre terme malheureusement en tête, d'attraper l'attention de vos followers ou des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? So the things with the social media are changing, and the rotation of attention is getting lower. So, for example, now in TikTok you have less than 1 second to engage the people. So what you have to do is to change the story of you are telling, not the story, but the way you are telling the story. For example, you have to hook the people. You have to, not a clickbait, but a really important hook. Like, for example, if you are telling something like a story with a storytelling method, you have to take the most important thing, put it at the beginning, just to know what are you going to tell to the people. And then you can develop the different things, like, I don't know, for example, you have only 1 minute, you don't have a lot of time. But also, what I'm trying to do is to make the same content
but in different formats for every social media. I mean, for example, if I want to talk about wildfires or about everything and related with climate change, I can do like a 1-minute video for Instagram or TikTok, and then I can develop maybe in an article or maybe in a YouTube video or maybe in a stream on Twitch in 2 hours or something like that. So I'm trying to give like something to involve the people, and then I can develop in another social media, because these fast social media like Instagram or TikTok are not the proper to develop the content. Merci beaucoup. Sur cette question de la rapidité, il y a une autre question qui est très liée, dont on a très rapidement parlé dans la table ronde précédente, c'est la rapidité des réactions aussi. La rapidité des réactions des personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, des interpellations, des invectives parfois. Et je voulais savoir, parce qu'on dit souvent que les réseaux sociaux sont très polarisants. Je vais peut-être me tourner d'abord vers Marc. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux ont plus contribué, c'est peut-être les deux, hein, mais est-ce qu'ils ont plus contribué à étendre le climato-scepticisme, ou est-ce qu'ils ont plus contribué justement à faire prendre conscience les internautes de l'urgence climatique? C'est une question, on aimerait tous savoir y répondre. Je dirais que ça a noyé beaucoup de poissons, les réseaux sociaux. Il y a évidemment, chacun ici est conscient que les réseaux sociaux nous servent ce que l'algorithme veut bien nous donner à voir. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est vraiment un média à part. Si on remonte jusqu'à Marshall McLuhan, ce beau Canadien dans les années 60-70, pour comprendre les médias, je renvoie tout le monde vers Marshall McLuhan, ce qui dit est encore vrai aujourd'hui. Et dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de problèmes. Que sont, tu as parlé de fake tout à l'heure, moi je vais essayer de mesurer mes propos, mais horripilé par le nombre de fakes, le nombre d'inexactitudes. Si c'était que des inexactitudes, ce ne serait pas grave. Mais par exemple, encore une fois, dans ma boutique du vivant, tu as prononcé le mot de catchy tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment de saisir l'attention. C'est vrai, c'est un talent, la communication, et malheureusement tous ces climato-sceptiques et ceux qui nient aussi par exemple la chute de la biodive savent très bien y faire, et avec la belle photo ou avec une phrase bien catchy, elles auront souvent le dessus sur des scientifiques qui savent toujours assez peu s'exprimer, ou à qui on donne mal ou trop peu la parole. Et donc je disais, je voulais donner des exemples concrets dans ma boutique. Je suis vraiment, ça me fait tomber de ma chaise à chaque fois. Je prends un exemple précis. Récemment, c'était le 1er avril. Et il y a un professeur de biologie de l'université de Marseille qui a fait un post somptueux sur la découverte du premier amphibien photosynthétique. Je sais pas. Alors moi, je suis très actif et très consommateur de ce qui se passe sur LinkedIn. On pourrait aussi en dire un mot. Je me mouille un peu, mais je trouve que c'est un peu quand même le réseau social pour moi le plus, je vais pas dire le plus intelligent, mais le plus, celui dans lequel je puise le plus de bons posts, de bons articles. Bref, pour en revenir à ce protévrier, c'est le nom que ce savant avait donné à cet animal qui ressemble, pour ceux qui connaissent, à un proté, c'est-à-dire une grosse salamandre. L'image était bien faite, ça ressemblait à une espèce d'écorce d'arbre, et vu que c'est un prof de bio qui avait un vrai talent, le texte était, pour tout le monde, je pense, fascinant. Imaginez un animal qui est capable de photosynthèse. C'est fabuleux. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont tout de suite contacté, qui m'ont tagué sur ce post. Et comment dire, et bref, et donc c'était très drôle, très bien écrit. Et ce qui m'a fait peur en fait, c'est que ce post a fait beaucoup de likes, beaucoup de vues. Il a été très très massivement partagé. Et personne n'a percuté que c'était même pas un fake, c'était un poisson d'avril en fait. Et l'enseignement de ça, c'est que ça a été 100 000, 10 000 fois plus partagé, liké, que des infos beaucoup plus importantes, concrètes.
encore une fois sur ma boutique, que peuvent être par exemple, là c'est le printemps qui a du mal à commencer, mais il commence quand même, des choses aussi bêtes que par exemple ne pas ramasser tous les animaux qu'on trouve quand on se balade en forêt par exemple. Tout oisillon qui est tombé à terre, il faut pas nécessairement le ramasser, même pas le ramasser. Les parents continuent de le nourrir à terre. Enfin bref, des petites choses concrètes qui sont faites, mais qui ont aucune visibilité. Tant que c'est pas sensationnel, tant que enfin tout le monde voit ici le travers finalement du réseau social. Tant que c'est pas sensationnel, c'est extrêmement peu partagé. Donc les causes que moi je défends, et au-delà de moi, toutes les assos qui font le boulot, je pense au réseau de soins à la faune sauvage par exemple, sont très mal relayés. Tant que c'est pas sensationnel, ce n'est pas relayé. Voilà, c'est vraiment le point que je tenais à dire aujourd'hui. Les exemples sont légion. Tiens, j'en donne encore 2-3, je me fais plaisir, parce que je pense que tout le monde les connaît. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont sur LinkedIn. Vous avez sans doute tous vu, je rends bientôt la parole, hein. Vous avez sans doute tous vu cette image de loup dans la neige, avec des espèces de cercles de couleurs qui expliquent que c'est génial comme management, parce que les premiers, c'est les plus faibles. Je vois que tu fais lui de la tête. Ceux qui ferment la marche seraient les chefs, et ceux qui sont au milieu, genre des femelles ou je sais pas quoi. Et tout est expliqué en comment dire, il y a une sorte de... récemment, dans mes podcasts, j'ai interviewé une brigade qui sévit sur LinkedIn. Et ce sont des débunkers d'un collectif qui s'appelle C'est vrai ça ? Point d'interrogation. J'invite tous ceux qui sont ici, dès qu'ils doutent de quelque chose, dès qu'ils ont la jugeote de mettre en doute quelque chose qui pourrait ressembler au protévrier dont je parlais, de taguer C'est vrai ça, et eux ils font, alors, pas métier, ils sont bénévoles comme moi, mais ils font œuvre de vérifier tout ça et de débunker beaucoup de fakes. Alors ils sont tellement légion que c'est difficile de tout faire, mais c'était pour dire ce point positif. Enfin bref, ce célèbre post sur les loups est complètement faux. C'est-à-dire que naturalistiquement, ce qui est raconté, pour illustrer ce que Guy Nagel, un des fondateurs de C'est vrai ça, appelle magnifiquement le bullshit inspirationnel, très beau mot, c'est exactement ça. Enfin, c'est des situations qui sont pas du tout scientifiques et qui font beaucoup plus couler d'encre, qui sont beaucoup plus partagées que d'autres. Il y a aussi ce fameux guépard. Je sais pas si vous voyez ce guépard c'est une course de lévriers. Tous les lévriers bondissent. Le guépard reste dans son starting block et bouge pas. Et là, le bullshit inspirationnel, c'est de dire que à quoi bon, en fait, on fait dire aux images absolument ce qu'on veut. Voilà, des choses comme ça sont légion. Et j'avoue que je suis un peu désemparé devant le succès que ça a. Tout ça est basé évidemment sur les émotions. Cette question du sensationnel, Colline, vous le remarquez aussi au Secrétariat international de l'eau. Vous voyez que quand vous faites des posts qui vont être peut-être un peu plus sensationnels ou un peu plus qui appellent à plus de réactions, ça va mieux fonctionner? Oui, on peut remarquer ça effectivement. Après, c'est vrai que comme c'est assez technique comme sujet et qu'on a quand même un public d'initiés, on le voit un peu moins. Effectivement, il y a des posts qui vont marcher mieux que d'autres, dépendamment de la thématique. Mais là, ça va plutôt être une réflexion personnelle. Là, je sors de ma casquette de chargée de projet. Et c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux, ça va être à double tranchant. Ça peut être hyper avantageux pour sensibiliser un jeune public et pour vulgariser des informations. Par exemple, je prends un exemple, dernier rapport du GIEC, qui va être vulgarisé sur les réseaux sociaux pour permettre l'accessibilité à des plus jeunes. Je trouve que ça, c'est super. Mais à l'inverse, un peu comme ce que disait Marc, c'est vrai qu'il va y avoir cette recherche du sensationnel, où les informations vont pas toujours être vérifiées et où du coup on va vite tomber dans des semi-informations ou des demi-informations. Et après là, c'est la responsabilité du lecteur d'aller vérifier les sources, de voir d'où ça vient. Et je pense qu'il y a aussi toute la question des posts sponsorisés. Est-ce qu'on peut donner aux GAFA un pouvoir ou une influence sur des sujets aussi importants que les enjeux climatiques? Je pense que c'est des questions qu'il faudrait qu'on se pose un petit peu tous. Mais voilà, c'est une réflexion personnelle plus qu'au titre de chargé de projet. Sur la question des réseaux sociaux, il y a aussi cette question t'en parlais à l'instant, Marx, qu'il y a moins de contrôle sur notamment les fake news, bullshit inspirationnel pour reprendre tes termes. Un contrôle qui existe peut-être plus dans les médias, on va dire, traditionnels. Et c'est pour ça que je me tourne vers toi, Tiffany, pour Ender, qui est principalement, qui est que exclusivement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous remarquez aussi que il y a parfois sur les réseaux sociaux ce manque de contrôle, et comment vous à Enter vous faites pour contrer cela justement?
Manque de contrôle dans quel sens? Manque de contrôle, de vérification des informations plutôt. C'était ça, c'est de ça. Tu parles de qui? Des journalistes Est-ce que, en fait, quand comment vous, à l'intérieur d'Enter, vous faites, c'est deux questions en une, comment vous, à Enter, vous faites pour vérifier vos informations, etc., sur les réseaux sociaux, et comment est-ce que vous réagissez à d'autres posts qui peuvent éventuellement être faits avec des fausses informations, et parce que parfois ce ne sont juste pas des journalistes ou pas des médias qui publient? Nous après, en fait, on est un média, donc un média détenu par le service public, donc on a vraiment une démarche de s'appuyer sur des sources fiables. Voilà, par exemple, on fait souvent des cartes. Par exemple, là, on a fait une carte sur la sécheresse en Europe et on a montré quelles étaient les zones en Europe les plus touchées. Et on s'est appuyé sur des données d'Eurostat pour le montrer. Et en fait, on parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait des images sensationnelles pour attirer les gens, voilà. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. C'est hyper volatile en fait, l'audience sur les réseaux sociaux. On sait jamais trop en fait si le post va marcher ou pas. Et ce qui s'est passé avec cette carte, c'est qu'on a eu beaucoup de j'aime, beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, des gens qui demandent quelle est la source, ils posent vraiment des questions sur les sources, des questions très précises parfois, quoi. Donc nous on répond, c'est aussi notre rôle de répondre aux gens et de leur mettre les liens, voilà, mais il y a aussi ce côté-là, quoi, de la part des gens. Et je pense qu'il faut pas tout voir en noir ou tout voir en blanc. C'est plus complexe que ça. Et en même temps, à côté, ce qu'on voit aussi, c'est que quand il y a des méga feux de forêt, quand il y a des glaciers qui s'effondrent, moi j'ai travaillé à France 24 avant pour le service des réseaux sociaux et pour le web. Je sais que ce genre de choses, quand ça arrivait, c'était spectaculaire. On savait que ça allait faire des vues sur les réseaux sociaux. C'est important de le montrer aussi. C'est alarmiste. Voilà, donc ça c'est aussi un débat en ce moment qu'il y a beaucoup dans le journalisme. Est-ce qu'on doit alarmer les gens parce que la situation est alarmante ou est-ce qu'on doit être positif? Voilà, bon, ça c'est vraiment un débat. Bref, et en fait ces vidéos-là de glaciers qui s'effondrent, elles faisaient à fond des vues tout le temps, quoi. On savait qu'on pouvait compter dessus et voilà. Donc et en même temps là on est dans le côté sensationnel un peu. C'est vraiment compliqué d'avoir cette approche d'attirer les gens, de leur montrer ce qui se passe et d'être présent non, c'est très complexe. Sur la question du sensationnel, je me tourne vers vous, Diego, puisque vous êtes beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que justement de sortir des médias traditionnels, et on retombe un peu sur nos pattes de la conférence d'avant, mais c'est quand même une question que je me pose, est-ce que d'être aussi présent sur les réseaux sociaux, de montrer sa personne aussi, ça conduit pas à un effacement? Est-ce que ça ne conduit pas un peu à un effacement de la frontière entre journalistes et militants? Est-ce que vous n'avez pas peur de trop passer pour un militant et pas assez pour un journaliste, par exemple? Yeah, it's really complicated because there are examples in Spain that sometimes it becomes a problem because I'm going to explain, but it's easier to become an activist than a journalist. I'm not talking about the job. I'm not saying that being an activist is an easy job. I'm saying if you want to self-proclaim an activist, you can do it. I mean, everyone can do it. But if you cannot self-proclaim a journalist. You have to do some studies, you have to do some work, you have to maybe belong to a journal or be a freelancer or whatever. So that's the point. Like, for example, let's talk about TikTok. Again, the biggest account of climate dissemination, climate issues and environmental issues in TikTok is not a journalist. It's not even a journal. It's an activist. And a lot of people are taking like, it's a journalist, and she's not. She's an activist, and it's okay. But also, you have more examples, and like, for example, there is one, I don't want to say his name, but there is a guy in Spain, he's doing a huge job about activism, environmental activism, even in demonstrations, strikes, and wherever. And now he's working for a journal. And sometimes a lot of people, a lot of climate specialized journalists that I know, we are like talking, okay, he's doing a really huge job, but sometimes he trespassed the border of journalism and became an activist doing journalism. And
there is a problem about if you are an activist or if you are an NGO or a climate association or ecological association, maybe your purpose is to generate some emotions, to mobilize people to do some strikes and demonstration, and maybe, I don't know, we can maybe discuss later, if the purpose of a journalist is to mobilize people. So maybe you can give an information, but not in the way that, okay, let's do something else than the information. Je vais laisser tomber ce micro. J'ai envie de rebondir sur plein de propos. Il y a plein de choses qui m'ont fait penser à plein de questions. Je vais peut-être d'abord me tourner vers toi, Colline, parce qu'on vient de parler de militants. Toi, tu travailles pour une ONG, donc vous avez un message à porter. Et pour autant, vous informez aussi. Donc même si vous n'êtes pas des journalistes, vous informez aussi. Comment est-ce qu'on crédibilise un message qui, de toute façon, est militant et prend parti ? C'est marrant parce que c'était exactement la question à laquelle j'étais en train de réfléchir quand j'entendais Diego parler. En fait, c'est vrai que par rapport à la question d'avant sur être spectaculaire, etc., nous, on marche pas du tout là-dessus. On est vraiment sur l'information générale sur les thématiques. Et en fait, notre travail repose, ça va dans les deux sens. Je sais pas comment expliquer ça, mais on va autant s'appuyer sur la société civile et la jeunesse pour parler de nos messages que eux vont s'appuyer sur notre expertise pour relayer nos messages. En fait, l'un des objectifs principaux de notre organisation, c'est de faire porter la voix de la société civile et la voix de la jeunesse pour avoir de la crédibilité auprès des décideurs qu'on va aller, auxquels on va aller porter des demandes particulières pour renforcer, par exemple, la gouvernance mondiale de l'eau ou pour renforcer les financements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, voilà, c'est vraiment une relation qui va dans les deux sens. On s'appuie sur le vécu et les informations émanant de la société civile. Et eux s'appuient sur notre expertise à nous, et ensemble, on arrive à créer et à être catalyseur de ces messages-là pour avoir une position vis-à-vis des décideurs. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, effectivement, ça y répond très bien. Et ça m'amène à une autre question, peut-être plus pour Marc, sur le côté plus journalistique, parce que tu parlais à l'instant des fake news, de la désinformation qui tourne autour. Alors, tout le monde ne s'accorde pas sur le fait que les fake news sont arrivées récemment ou pas, mais en tout cas, elles se sont massifiées assez récemment. Et ma question, c'est quels ont été les changements qui ont été induits? Tu parlais de fact-checking tout à l'heure. Quels ont été les changements qui ont été induits, notamment pour les médias traditionnels? Je pense à France Culture, mais aussi même pour les réseaux sociaux et pour les podcasts. Comment est-ce que vous répondez à ces fake news? Comment vous travaillez avec? Oui, alors quelques rappels sur les fake news. J'ai justement vu que j'ai interviewé les gens de C'est vrai ça récemment, je m'étais un peu plongé dans quelques stats. C'est une vieille étude et je parle sous le contrôle de tout le monde, mais il me semble que une étude du MIT il y a quelques années déjà avait expliqué que les fake news voyageaient 6 fois plus vite et qu'elles étaient 10 fois plus partagées que les vraies news. C'est le premier chiffre que je voulais rappeler. Je voulais rappeler un deuxième chiffre qui a peu à voir, mais je vais te répondre tout de suite avec ce qu'on est en train de dire. C'est que les réseaux sociaux, c'est quand même 4% des gaz à effet de serre. Un like, ça va rien dire à personne, mais c'est pour que chacun en ait conscience, c'est 0,025 watts, je crois, de dépensés. Donc bref, toute cette agitation sur les réseaux sociaux a un coût. Pour la planète, pour la biodive, pour le climat. Encore une fois, pour moi, c'est très lié. Et avant de répondre à ta question aussi, ce que je voulais dire, c'est que tous ces réseaux sociaux, finalement, moi, alors c'est pareil, c'est mon avis, j'oblige personne à le partager. Finalement, c'est se donner bonne conscience à peu de frais, les réseaux sociaux. Je trouve que c'est pas vraiment un moteur de passage à l'action. Peut-être que je me trompe, enfin, sauf dans certains cas, enfin, les méga-bassines, etc. Bon, bon, effectivement. Mais au global, je trouve que paresseusement liker ce qui passe tous les jours et passer un temps considérable dessus, quand même. Nous tous, hein, je me mets dedans. C'est pas ce qu'il y a je trouve, de plus utile au final, si on y réfléchit bien. Il y a un autre problème. Je suis en train de ne pas répondre à ta question. Là. Tu t'es fait hijacker. C'est quand même intéressant. Pardon. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je voulais aussi explorer les autres travers.
J'ai vu qu'il y avait Max Thuillier, mon confrère du Green Letter Club, qui est intervenu ce matin. On est très d'accord là-dessus. Nous, on fait des podcasts qui sont assez longs et qui prennent le temps d'expliquer. Et je pense que c'est pour ça que moi, je préfère LinkedIn que d'autres médias, a fortiori comme par exemple Twitter, qui sont ultra courts, où c'est le règne de la punchline saisissante. Sur LinkedIn, on a déjà un peu plus de place mais c'est rigolo, on est quand même limité pour pouvoir expliquer des processus. Et je pense que chacun ici, on a l'intuition. Il y a peu de choses qui s'expliquent en une phrase, ou deux, ou trois. Et il est bon de prendre le temps d'expliquer toutes ces choses. Et ce qu'il faut aussi savoir, dans la mécanique des réseaux sociaux, c'est qu'il y a une prime au court. Ça paraît évident, mais je le rappelle. Moi, par exemple, je fais des podcasts. Alors, je fais 2 podcasts courts et 2 podcasts plutôt longs. Les longs, c'est 4 épisodes de 20 à 30 minutes dans le cas de Baleine sous Gravillon. Et on va dire que Mécanique du vivant, il est un peu le derrière entre deux chaises, puisque les saisons de Mécanique du vivant, c'est 4 fois 15 minutes. On va dire que c'est déjà presque long. Et ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a une prime au court, qui n'étonnera personne. C'est-à-dire que dans le monde du podcast, tous les podcasts qui durent, ces dernières années, tous les podcasts qui durent moins de 10 minutes ont gagné 20%, et tous les podcasts qui durent plus de 10 minutes les ont perdus. Donc, je pense que vous en avez tous l'intuition. Il y a vraiment une prime au court qui, je pense, au final, n'arrange pas les choses. Et maintenant, je peux répondre à ta question sur le fake. Oui, sur les fake news. C'était la question, c'était. Ah oui, si on redouble de vigilance. Ben oui. Enfin, moi, le premier, ça m'arrive de commettre des erreurs. J'en raconte une rigolote, et je pense que le ressort de ça, on peut l'étendre au climat. Pour illustrer un post que j'avais fait sur les 40 ans de la salamandre, qui est une célèbre revue naturaliste avec laquelle je suis partenaire, j'avais fait ça un peu vite, j'avais mis une photo de crocodile avec un oiseau qui lui nettoyait la bouche. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce genre de photo. C'est impressionnant, il y a un crocodile qui ouvre la gueule et il y a des oiseaux qui viennent lui nettoyer la bouche. En fait, ces photos sont toutes des fakes. C'est étonnant, hein. Pourtant, c'est des photos qu'on voit partout tout le temps. J'ai réussi à en mettre une, et du coup, assez sournoisement, j'ai rajouté la petite phrase dans mon post en disant « Un fake s'est glissé parmi ces photos, sauras-tu trouver laquelle ?» Récompense, un t-shirt de Baleine sous Gravillon. Et voilà. Donc oui, bien sûr qu'on fait attention. Moi, j'ai une équipe de 20 bénévoles qui me fait l'honneur de m'aider dans Baleine sous Gravillon, notamment à rédiger des articles, parce qu'on a aussi un site, et à faire les posts. Et en effet, oui, c'est l'évidence. On essaye de faire très attention. Ça nous arrive de faire des erreurs. Mais tu vois, je me félicite encore une fois de l'émergence de ce que j'ai appelé la brigade de débunkers là, de ces personnes. Il y en a d'autres. Hein. Il y a plein de sites. Hein. Il y en a un qui a un nom rigolo, Fake Off. Je sais pas si vous connaissez. Il y a YouCheck. Il y a beaucoup de sites. Mais encore une fois, il y a pas vraiment de culture du debunk à la hauteur du fake. Donc on est toujours doublé. Hein, il y a une phrase qui résume tout ça très bien. Je pense que vous la connaissez tous. C'est la vérité prend les escaliers, les fake news prennent l'ascenseur. Donc ça donne une bonne image de ce qui est à l'œuvre. Cette prime au cours, justement, vous êtes aussi attentif à Enter ? Oui, totalement. Enfin, en fait, ça fait partie aussi de notre travail de pouvoir dire en 1 minute 30, résumer un sujet, voilà. Mais sur des sujets vraiment complexes où on a envie vraiment de développer, on passe sur YouTube. Il y avait Camille qui était là tout à l'heure pour la première conférence. Et en fait, Camille, elle a une série qui s'appelle « Il y a de l'idée » sur YouTube. Qui permet en fait, via un journaliste européen, de décrypter une solution à un problème climatique dans le pays européen où elle va du coup, et avec ce journaliste. Enfin, voilà. Donc, et là, on est vraiment dans le décryptage, donc on prend plus le temps. Donc ça, YouTube, pour ça, c'est bien pour avoir, pour pouvoir décrypter un sujet sur le temps long. Sur Instagram, sur TikTok, on n'est pas du tout sur la même logique. Mais ça demande un effort de vraiment vulgarisation et de concision en fait de notre part. Et en fait, le truc, c'est que 1 minute 30, c'est aussi le temps d'un sujet dans le journal de 20 heures, quoi. Donc, bon, l'information, il y a du long, il y a du court, et on est dans une économie de l'attention. Donc, c'est vrai que le court peut prendre le dessus, mais le long doit toujours être là, je pense.
Justement, on sait que cette économie de l'attention, enfin, ces formats courts, ils sont aussi largement favorisés par les algorithmes. Je me tourne peut-être vers Colline, qui je vois en plus hoche la tête, donc tu sauras peut-être nous en parler, mais comment est-ce que vous, quand vous créez des contenus, vous êtes attentif à certains mécanismes que les algorithmes vont pouvoir favoriser? Je sais pas, que ce soit des mots-clés, des formats spécifiques. Alors c'est vrai que juste pour rebondir sur les formats courts et formats longs, à titre personnel, encore une fois, c'est vrai que je trouve ça dommage, l'émergence de tous ces réseaux sociaux où il y a peut-être parfois trop de cours qui va pas nécessairement inviter le lecteur à pousser davantage le sujet, parce que ça va être des chiffres clés, des grandes thématiques, des faits assez généralistes sur un sujet tellement complexe que le climat ou que l'eau ou que tout ce qui est connexe à ces enjeux-là. Et c'est encore une fois la responsabilité du lecteur d'aller se renseigner plus profondément sur ces sujets-là. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que pour essayer de couler entre les algorithmes, on marche toujours par mots-clés, par hashtag, on met tout le temps les mêmes. Après, je pense qu'en fonction des médias qu'on utilise, ça va être plus ou moins efficace. Et paradoxalement, je pense que là où on a le plus de visibilité, ça reste Facebook, mais on est très actif sur LinkedIn aussi, et c'est peut-être là où il va y avoir plus de réflexion avec les contenus, plus de repartage, plus de discussions qui vont être engendrées via LinkedIn plutôt que via Facebook, où ça va être plus des likes et ce genre de choses. Mais du coup, pour contrer les algorithmes, ça va être des mots-clés, des hashtags, mais je suis pas certaine de la pertinence de cette action. Diego, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les mécanismes que vous utilisez en tant que journaliste sur les réseaux sociaux pour favoriser vos contenus, pour les faire en sorte qu'ils soient multipliés par les algorithmes. Ou ça se trouve, vous le faites pas du tout, vous nous dites. They didn't translate. Oh, it wasn't translated? No. Okay. Yeah, I was asking what you are doing, how you creating your content so that the algorithm is making it multiply to the followers. Okay, I'm not making my content just to gain followers. I'm trying to disseminate and to spread science and climate information. But as I said before, if you have to choose the format to the proper social media you want to spread it. I mean, it's not the same if you are going a YouTube video or a podcast, or if you are doing a TikTok or Instagram or whatever, a short for YouTube also. Like as I said before, you have to be really going on the point, like taking the information, the first important information at the beginning, and also you have to make and give some useful information, because nowadays both Instagram and TikTok are changing the algorithms to promote more the content that you can save or share. Because if you are saving the content, it's because you are going again to see the content in the application, and if you share the content, that means that anyone, someone else apart on you, are going to the application. And of course, there is an economic interest behind the application. If someone is making the free job of spreading the application, it's good for the application. So I'm trying to make some, not always do the same format. For example, if I'm publish something today, the next one should be something different in the way of what are going to use. I mean, for example, if I'm just saying information, like a new, the next one, it should be like kind of tutorial or something useful, like basic. So that's why, that's the point, that these people that are watching my content, they will try to save it, they will try to share it. And I think if you can not always go to the same public, the algorithm is going to promote you. And well, I will just more thing, because also one more important thing that is really viral today is kind of these clips from Twitch or something, because I think people are getting bored of just someone talk directly to the camera. Because if someone is talking directly to the camera, you feel like he or she is trying to give me something or trying to convince me.
But if you see, like, imagine a clip now, we are talking in this round table, not seeing the camera. So that means that we are not trying to convince anyone, we are just discussing something. And it's like more familiar, more not formal, or not just like, hey, I'm Diego, I'm trying to convince you that I'm going to say, and what I'm saying is true. If you was here, it's more viral. And you can see in different social media, not climate topic, but everything issues. And for example, a good point that I'm trying to do is a clip from Twitch or YouTube in which I'm not just watching the camera and watching directly, and I think it's also working. Oui, c'est hyper intéressant cette question de rester formel ou non formel, surtout en comparaison, on va dire, avec les médias un peu traditionnels qui sont pour le coup très formels, ou comme Diego le disait à l'instant, on s'adresse à la caméra, tout ça. Je me tourne peut-être vers toi, Tiffany, parce que souvent on considère que les réseaux sociaux sont juste un moyen d'attirer l'attention des jeunes pour les ramener vers les médias traditionnels, comme un réseau social comme la promotion. Comment est-ce que quand on a un média qui est uniquement sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on propose une offre complète, et surtout comment est-ce qu'on se crédibilise peut-être auprès de certaines personnes, notamment sur les générations plus âgées, qui considèrent que c'est pas un vrai média? Je pose la question, mais c'est pas mon opinion personnelle, mais c'est une question que je pose. Bien sûr. Alors, en fait, déjà, les gens sont, comment dire, quand ils sont sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont un esprit critique quand même. Donc, ils peuvent déterminer ce qu'ils estiment sérieux ou pas. Après, il y a un gros travail d'éducation aux médias à faire, qui là commence dans les écoles tout doucement, mais bon, c'est aux gens aussi, enfin voilà, de regarder ce qui est publié sur un compte et de se dire, ah bah tiens, là, je sais pas, le Macron, il est sur une photo, il a 5 doigts, non, il a 6 doigts, pardon. C'est peut-être un peu bizarre, c'est peut-être une image générée par une intelligence artificielle. Ça, c'est des réflexes, en fait, que tout citoyen devrait avoir aujourd'hui et que malheureusement, les gens n'ont pas tous. Et enfin, après, si on leur a pas donné les clés pour, c'est normal aussi. Mais là, ça commence comment dire, dans les écoles, il y a des journalistes qui vont dans les écoles, qui donnent des clés de lecture, voilà, pour c'est quoi une info, c'est quoi un média. Donc ça, c'est une part du travail, déjà, qui doit être fait par les citoyens, par l'État aussi, quelque part, et par les journalistes aussi. Et après, nous, on a cette responsabilité-là en tant que média aussi, de proposer du contenu fiable, sourcé, vérifié, comme tout média. Donc ça veut dire, ça passe par montrer ses sources, les dire. Ça, nous, on est vraiment super vigilants sur ça. Dès qu'on publie une carte, voilà, ou une image, on met toujours, ni pour l'image, on met le crédit photo, on met toujours une légende, voilà, bien étayée. On fait très attention aux légendes. Pour les cartes, pareil, on dit nos données, d'où elles viennent. Les chiffres, c'est pareil. Donc, il y a cet aspect-là, donc sourcé. Et nous, on a la chance, en fait, aujourd'hui, à Enter, d'être rattaché à France 24 et à Deutsche Welle. Donc, voilà, 2 médias de service public européens qui sont sérieux, qui sont fiables. Et donc, je pense que ça aussi, ça peut m'entraîner plus de confiance de la part des gens qui nous suivent ou qui nous découvrent. Et c'est ce qui arrive, en fait, là, dans les médias, dans les nouveaux médias qui émergent sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de choses, par exemple, de médias qui sont portés par des journalistes déjà très connus. Je pense à Vakita, le nouveau média qui a été créé sur les réseaux sociaux par une équipe avec Hugo Clément, notamment, voilà. Blast, c'est pareil, hein, Blast qui performe à fond là sur YouTube. Voilà, Blast, ils sont portés par des journalistes qui sont déjà connus. Donc ça peut fidéliser les gens aussi. Et non seulement c'est des gens connus, mais c'est des gens aussi sérieux, quoi. Donc voilà. Donc ouais. Après, je vais pas tout lister, mais je pense que c'est le principal en tout cas. Ouais. Non, effectivement, ça me semble. C'est hyper intéressant ce que tu as abordé, notamment sur la question aussi de l'intelligence artificielle et des images qui sont générées par des intelligences artificielles. Marc, est-ce que tu veux réagir un peu là-dessus, puisque tu parlais tout à l'heure aussi d'images et de fake news? Ce qui me frappe, c'est que je parlais de 4% des émissions de CO2 dues aux réseaux sociaux. 80% de ces 4%, c'est la vidéo.
ce que je trouve intéressant. Donc on est vraiment, c'est très demandeur. Hein. Enfin, vous voyez les data centers qu'il y a derrière pour notre, je ne sais pas comment qualifier ça, pour ce que j'appellerais de la distraction au final. C'est pas de l'ordre de la survie, la majeure partie des choses qu'on partage. Qu'est-ce qui est de notoire aussi? Un autre travers que je voulais mentionner, c'est le fait qu'il y a très peu de contenu vraiment original. C'est un peu vieux ce que je dis, ça remonte à Philippe Meyer, c'est lui qui dit ça, et je vais pas dire la citation originelle qui est scatologique, mais Philippe Meyer relevait que les médias, les journalistes se reprennent à la ronde, ça c'est la version polie. C'est-à-dire qu'on pique, on reposte des choses qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse, d'une recherche personnelle, sans arrêt. Et ça, c'est évidemment aussi le ressort des réseaux sociaux. Il y a très très peu de choses finalement qui sont réellement originales. Et pour le coup, je vais être un peu positif cette fois. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, en tout cas sur LinkedIn, qui est un peu mon réseau social de chevet, comme j'ai déjà signalé, je trouve que pour le coup, je note qu'il y a une vraie prime à ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de réellement original, par exemple, récemment, j'ai oublié son nom, mais il y a quelqu'un qui a fait un post sur le fait que en France, chaque Français en moyenne achète 40 pièces de vêtements et de chaussures par an. Et que une immense, je sais pas si vous avez vu passer ce post, je vois que tu as eu de la tête, c'est une immense partie de cette fast fashion finit dans des décharges. Enfin, ça pareil, c'est un coût énorme sur le climat, quelque chose qui est pas du tout vital pour vivre. Et ça a été repris comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Moi-même, je l'ai partagé, je trouvais ça très intéressant, et ça répondait à beaucoup des questions que je me posais. Moi, plus poétiquement, plus prosaïquement, récemment, j'ai fait un post pareil qui a eu beaucoup de succès sur la page de Baleine sous Gravillon, qui s'intéressait aux trognes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les trognes. Apparemment personne. En fait, vous voyez tout ce que c'est. Les trognes, il y en a beaucoup à Paris, ce sont ces arbres têtards, c'est-à-dire c'est des arbres dont on coupe perpétuellement les branches et qui finissent par former un tronc avec une espèce de grosse boule au-dessus. Et ce qui est intéressant concernant les trognes, c'est qu'on croit que c'est torturer des arbres et tout, alors qu'en fait, les trognes vivent beaucoup plus longtemps que les arbres, et jusqu'à il y a un siècle, en fait, c'était une énorme partie du fonctionnement de la société par exemple, les boulangers utilisaient des fagots de bois qui venaient de ces trognes. Quand on se balade à la campagne, le long des cours d'eau, on voit souvent des saules têtards. Tiens, en Espagne, dans ton pays, il y a l'endroit où est fabriqué ce fameux jambon qui s'appelle le pata negra. Ça se fait à la DSA, et ces arbres, c'est aussi des trognes. C'est des chênes têtards à la DSA. Je sais pas si tu connais en Estrémadure. je sais pas d'où tu viens. Il y a un délai de traduction, évidemment. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'était aussi pour dire des choses un peu positives. Et les réseaux sociaux permettent ça. Enfin, clairement, c'est pas des sujets dont on parle dans les médias mainstream, ne serait-ce que les trognes ou ce genre de choses. Donc voilà. Sur la question de la reprise des informations, je m'adressais peut-être plus à Tiffany. Est-ce que vous avez l'impression, parfois, même si j'imagine que tu vas me répondre non, mais est-ce que tu as l'impression parfois de devoir reprendre des informations, notamment il y a la question aussi des agences de presse qui dictent un peu le rythme aussi des informations pour les médias, de devoir trop se baser aussi parfois par manque juste de sources, mais de devoir trop se baser sur des sources secondaires et pas assez sur des sources primaires? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est un problème aujourd'hui quand même. Il faut qu'il y ait des agences de presse existent, mais il y a quand même une dépendance des médias traditionnels à ces agences de presse. En tout cas, moi je trouve, nous chez Enter, on a pris le parti de vraiment se détacher des agences de presse, et même en tant que journaliste, ça fait du bien, franchement, de pas être tout le temps les yeux rivés sur l'AFP. Voilà. Après, forcément, on reprend aussi des informations qui diffusent, mais on n'est pas. Nous, on essaye vraiment de créer du contenu original. Ça passe aussi par... du coup, un travail vraiment, je vais insister là-dessus, mais le travail de créativité, parce qu'il nous prend beaucoup de temps. On fait parfois un peu avec les moyens du bord. T'as pas un cadre chez toi, là, il faut qu'on fasse la vidéo. J'ai besoin d'un cadre pour pour expliquer un truc. C'est un peu, c'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est un peu comme ça, ouais. Mais après, par rapport aux infos, sinon nous, on a quand même le temps.
en fait, de créer nos contenus. Donc, on se base pas que sur les agences de presse. On croise nos sources, mais ça, c'est la base du journalisme. Malheureusement, aujourd'hui, ça se passe pas toujours comme ça dans les rédactions. Aujourd'hui, enfin, il y a quand même beaucoup de rédactions qui sont les yeux rivés sur l'AFP, qui reprennent tel quel, en mode copier-coller. Des fois même des communiqués de presse d'ONG ou d'entreprises, copier-coller, paf, envoyés sur le site. Nous, on essaye, enfin, de toute façon, on peut pas faire ça sur nos réseaux sociaux, parce que ça colle pas, en fait, avec les réseaux sociaux, de faire comme ça. Mais c'est bien parce que ça nous pousse à se creuser un peu la tête, quoi, pour attirer les gens. Donc, on fait du mieux qu'on peut. C'est clair, c'est pas facile. Enfin, on le sait parce qu'en plus on discute avec des journalistes, puis on se rend compte qu'il y a cette question des agences de presse qui se pose toujours. Je reviens très vite vers Marc quand même, parce que vous avez travaillé pour France Culture, et j'imagine que même si vous n'étiez pas dans l'info en continu, vous avez dû aussi vous baser sur des agences de presse. Est-ce que vous avez constaté aussi ce problème-là ? Pardon, je te fais à nouveau répéter, quel problème ? La dépendance des journalistes aux agences de presse et aux sources secondaires, on va dire. Alors moi, pareil, c'est peut-être un peu vieillot, mais j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que fait l'AFP, qui au passage, a une espèce de cellule aussi de debunk qui fait partie des plus sérieuses. J'ai commencé ma carrière à l'AFP. Dépendance aux agences. J'ai l'impression que les agences sont pas très, finalement, sont beaucoup moins importantes qu'avant, beaucoup moins reprises. Mais bien sûr que plus le média est mainstream, plus il est dépendant à l'agence, qui est estampillé, fiable. Contrairement à beaucoup d'autres sources. J'ai vu tes paroles concernant les communiqués de presse repris tels quels et autres. Effectivement, c'est pas très journalistique. Ouais. Je passe sur un autre sujet, là pour le coup, sans transition on va dire. Je me tourne vers Colline, parce qu'on parlait tout à l'heure des algorithmes, de faire tourner les informations. Est-ce qu'il y a, surtout pour le compte des associations écologistes et des ONG, est-ce que vous ressentez, vous notamment au Secrétariat international de l'eau, une compétition entre les comptes ? Est-ce que le fait qu'il y ait une démultiplication des comptes sur les réseaux sociaux, ça crée une compétition ? Est-ce que ça crée une sorte d'accélération, j'ai envie de dire, des posts ? C'est une bonne question, mais du coup, c'est vrai que nous, en tant qu'association, déjà, on se différencie du travail journalistique. Évidemment, on relaie certains articles, etc., mais l'expertise, on l'a déjà entre nous dans notre domaine. Je pense pas qu'il y ait de réelle compétition entre les différentes associations, et c'est vrai que nous, au Secrétariat international de l'eau, en tout cas, pour tout ce qui est association du secteur de l'eau, on a cette force et cet avantage d'être, comme je le disais plus tôt, catalyseur de la société civile et de la jeunesse. Du coup, on a quand même c'est peut-être pas un renom, mais on est quand même reconnu comme tel. Du coup, on est largement suivi et notre travail est reconnu, peut-être plus que d'autres associations ou agences de l'eau qui sont plus spécifiques et du coup qui vont avoir beaucoup de choses intéressantes à dire et un poids tout à fait aussi au même niveau que le nôtre. Mais du coup là-dessus c'est vraiment un avantage. Mais il y a quelque chose sur lequel c'est pas tout à fait de la compétition non plus, mais c'est vrai que nous en tout cas dans le secteur de l'eau, comme je disais tout à l'heure, la crise de l'eau c'est une crise climatique, mais on a parfois l'impression que le secteur de l'eau il se fait entre guillemets manger par les enjeux climatiques. Et du coup c'est vrai qu'on fait un gros travail là-dessus pour faire reconnaître l'eau comme un élément à part, un élément entier aux enjeux climatiques. Et là-dessus, il y a plus de, pas compétition, mais c'est un travail de longue haleine, de vraiment faire comprendre au public que l'eau, c'est le climat. Et par exemple, je donne un exemple tout bête, mais l'accord de Paris, 195 États qui signent un accord sur le climat, il n'y a aucune mention de l'eau qui n'est faite. Alors que les premiers effets du changement climatique, ils se font ressentir dans l'entièreté du cycle de l'eau par le trop peu et le trop pas assez d'eau. Et du coup, nous, on travaille vachement là-dessus sur intégrer l'eau dans les enjeux climatiques tant que tel. Je sais pas, encore une fois, si ça répond à la question. Mais... Si, totalement. Au contraire, oui. Même la question de l'eau spécifique, elle est hyper intéressante aussi. Diego, do you have the translation? You have it? Ok. Donc je vous pose la question en français. Justement, vous, en tant que journaliste indépendant, parce qu'on a beaucoup parlé d'Enter, par exemple, qui est un média et qui est donc, on va dire, qui bénéficie d'une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux. Vous, en tant que journaliste indépendant, comment est-ce qu'on se distingue dans cette compétition? Comment est-ce qu'on se distingue sans se faire manger, entre guillemets, par tous les journalistes, tous les médias qui existent sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on arrive à sortir un petit peu du lot?
You mean if if I am able to compete with big media? Or? Yeah, not only Wikimedia, but other freelance journalists, for example. Okay, so let's say that I'm trying to do something different, so that's why I think I start to divulgate in different formats because I saw that there is no one doing that. So I'm not trying to compete with I don't know, with writing articles or doing these special reports in really huge academic method because I know that I'm going to lose against those people, so I have nothing to do there. So what I'm trying to do is something that I think no one, or at least a little not so many people are doing. That is, this kind of fast content, but also, for example, I think I was the first one in Twitch doing climate issues things on stream in Spanish. Only in Spanish, I don't know if in the other part of the world. But for example, I started doing that because I saw that there was a gap, there was a lack of information there, and I say, why not? I think I can do it. So if I try to distinguish or from another kind of journalist or big media, I think for sure I'm bigger than the other media in Twitch because I was the first one doing, and I know how to do it. And I think here you have also another thing, what we was discussing about formal or informal, the way of communicate. For sure, in Twitch, I'm not being formal at all. I'm being really informal, but it doesn't mean that I'm not telling the truth or I'm not rigorous to the information. It's just the way, because in Twitch you have another change in the way of communication, because it's not just about one way or one direction in communication. It's not like a podcast, a YouTube video, or a TikTok or whatever, in which you are just telling something, you are giving some information, and after you gave the information, you can receive some feedback, some comments, some whatever. On a stream on Twitch, you can receive this feedback at the same time you are telling. So in the way of losing some information, in the way of to update the information you are telling, in the way that somebody is not understanding anything, is really nice that you can do that. And I think, for example, in that way, maybe, I don't know, for example, again, Maldita or Verificat or these climate fact checkers, they have a WhatsApp or Telegram groups in which everyone can ask something if they didn't understand about a topic, about fake news or about something. And maybe in that way they can distinguish and make, a different job from the other big media, like, for example, El País in Spain, or I don't know if France 24 or whatever. So maybe if you can be more familiar to the people, I think you will distinguish and you could fight with this big media. C'est hyper intéressant la question de Twitch, parce que on le voit aussi en France que ça commence à prendre de plus en plus d'importance. On voit notamment, je pense à Samuel Etienne, je pense à Jean Massier sur Twitch. Cette question de l'interactivité, et ça pour le coup je pense que c'est aussi une grosse révolution, parce que quand on est devant la télé ou à la radio, même s'il y a des émissions où on peut participer un peu par téléphone, c'est quand même plus compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez particulièrement à Hunter par exemple? Tu veux dire le fait de devoir réagir vite aux infos qui... De devoir réagir, est-ce que vous avez des retours par exemple de vos followers? Est-ce qu'il y a une discussion qui peut s'engager parfois? Bah oui, et on est obligé en fait, ça fait partie, en fait c'est les réseaux sociaux quoi. Donc en fait on a une communauté de gens autour de nous qui nous suivent, c'est nos abonnés, on doit leur répondre. Et alors des fois c'est un peu compliqué quoi de savoir quoi répondre sur certains commentaires quoi, parce que les gens c'est pas le monde des bisounours non plus hein. Les gens en fait ils pensent que des fois les réseaux sociaux on peut tout dire quoi, que c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi, et alors que dans la vraie vie il y a des choses qu'ils diraient tout simplement pas quoi. Donc face à ces commentaires là, nous franchement ça nous arrive très souvent de signaler, de supprimer les commentaires.
Et puis de mettre aussi un petit message en haut d'un post quand on voit qu'il y a beaucoup de retours, de commentaires pas très tolérants, on va dire. On met un petit message, merci de rester bienveillant. En gros, sinon, bah voilà, on supprime les commentaires qui sont bienveillants, qui sont pas bienveillants, je veux dire. Donc voilà. Donc on a vraiment cette démarche-là. Et puis après aussi, il y a des gens qui posent des questions, qui demandent plus d'informations. Par exemple, là, on a fait une vidéo parce on travaille pas que sur le climat et les questions environnementales. Hein, on travaille sur plein d'autres sujets qui sont susceptibles d'intéresser les jeunes en fait. Et là, on a fait un témoignage d'une jeune qui a fait un don d'ovocytes. Donc on a publié ça sur Instagram et il y a eu pas mal de questions, mais j'ai pas compris en fait c'est quoi vraiment le don d'ovocytes, comment ça marche. On n'avait pas forcément évoqué on a évoqué dans les grandes lignes ce que c'était, mais on n'a pas non plus en 1 minute 30, on peut pas s'étendre sur la question. Et donc on a répondu en réexpliquant, en donnant des précisions. Et c'est ça en fait aussi notre rôle, c'est vulgariser, c'est expliquer des choses dans les commentaires y compris. Et ça fait partie du job, voilà. La question de l'anonymat, forcément, je pense que c'est l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui aussi favorise ces commentaires malveillants, parce que le fait que les personnes soient anonymes. Marc, vous vouliez rajouter quelque chose? Comment? Si je veux ajouter quelque chose? Oui, je voudrais reprendre au vol ce que tu disais tout à l'heure sur l'éparpillement. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui racontent la même chose, et ils ont raison de le faire. Il y a un vrai éparpillement. Encore une fois, sur LinkedIn ou sur les autres, beaucoup de causes pourraient être fédérées. Je voulais encore une fois donner un exemple de ma boutique. C'est que je pense que vous connaissez tous la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Il y a un mal bien français que je constate aussi sur les réseaux sociaux à l'heure de communiquer, qui est une sorte de goujaterie qui fait qu'on se partage très peu au final les uns les autres, et même on se tire dans les pattes. Enfin, je dis on de manière extrêmement générale. Un chiffre pour prendre conscience de ça, que l'ancien patron là qui vient de partir l'année dernière, en décembre dernier, de la LPO, qui s'appelait à l'époque Yves Verriac, enfin qui s'appelle toujours Yves Verriac, et qui vient d'être remplacé par Mathieu Orphelin, le nouveau patron de la LPO. Donc Yves, on avait fait de belles émissions. On est devenus amis par la suite avec Yves, qui m'a expliqué que ce mal français fait que, par exemple, la LPO en France, c'est 60 000 membres. C'est toujours intéressant de comparer avec ce qui se passe chez nos voisins. L'équivalent de la LPO au Royaume-Uni s'appelle la RSPB, la Royal Society for Protection of Birds. C'est 1 million d'abonnés. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait le même résultat. 1 million et 60 000 personnes. Chez nos voisins allemands, l'équivalent s'appelle NABU, Naturschutzbund. C'est 800 000 personnes. Donc c'est pas le même poids quand une asso comme ça communique sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc en France, il y a un vrai syndrome de ce que j'appellerais le petit village gaulois dont on se flatte quand on ouvre un album d'Astérix, toute la France. Non, ce petit village. Alors Macron parlait des Gaulois rétifs. Donc dans une certaine mesure, c'est bien. Dans une autre mesure, à l'heure de communiquer, c'est ça que je voulais dire, c'est que je trouve qu'au final, il y a très peu de bonne volonté fédérée. Je vais finir en donnant un exemple qui m'a beaucoup déçu, qui m'a beaucoup fait mal à l'époque. Dans une des émissions de Mécanique du vivant sur France Culture concerne les requins. Et un des aspects que je développais dans ce podcast, pour le coup, c'est une info que je pense que tout le monde ignore. Je pense que vous avez tous entendu parler que du finning, c'est une technique très cruelle qui consiste à couper à vif les ailerons des requins, à les rejeter vivants à l'eau où les attend une mort extrêmement longue et cruelle. Bref, on sait peu que, par exemple, que 40% des ailerons qu'on retrouve sur les marchés asiatiques, Hong Kong, etc., viennent de l'UE, en fait. C'est une info qui n'est jamais relayée. Bon, et comment dire, et à l'époque, j'avais prié, je connais beaucoup de gens de ma boutique, beaucoup de grosses assos, je pense à Sea Shepherd, je pense à Bloom, je pense à beaucoup de gens, beaucoup d'assos dont j'ai les 06 de tous ces gens.
Et je demande rarement des choses aux gens, et moi-même qui partage beaucoup ce que font les autres. Et j'avais prié les gens de donner ce chiffre de 40% d'ailerons provenant de l'UE. Un des plus grands fournisseurs, c'est malheureusement, je suis désolé pour toi, cher collègue, c'est l'Espagne. Bref, je voulais juste, je trouve que c'est un chiffre très très intéressant parce que l'Europe aime bien donner des leçons sur beaucoup de choses au reste du monde, et là c'est un truc qu'on sait peu finalement, hein. Et personne l'a fait. Voilà, c'était juste pour illustrer que les gens, ce que m'avait dit Yves, j'avais pas fini, ce que m'avait dit Yves Verriac, et je finis là-dessus, ce que m'avait dit Yves Verriac de la LPO à l'époque, parce que au tout début, on s'était engueulé, parce que nous, on venait de faire des épisodes sur l'impact des chats sur la petite biodiversité du quotidien, un truc pareil assez méconnu. Il y a 15 millions de chats en France. Les chats sont une source non négligeable de la chute de la petite biodive du quotidien, hein, pas que les oiseaux des jardins. Et j'avais fait remarquer à Yves que, en plus, on les citait partout. Il venait de faire une enquête là-dessus et tout. Et Yves m'avait un peu, il avait un peu balayé ça d'un revers de la main quand je lui avais fait remarquer qu'ils n'avaient pas partagé les épisodes où ils étaient pourtant massivement cités. Il m'avait dit, par principe, la NPO ne partage rien. Et cette attitude-là, c'est vraiment un truc que je comprends pas, et je pense que c'est vraiment un mal français. Je pense que nos voisins étrangers font mieux sur ces questions, y compris sur les réseaux sociaux, parce que c'est le thème du jour. Mais voilà un mal que je voulais raconter. Et ça me fait une très bonne transition pour la dernière question que je voulais vous poser pour terminer un peu, boucler cette table ronde, et puis vous voulez réagir? Je voulais que le micro passe. Ah non, ok. Pour terminer un peu cette table ronde et puis passer avoir un petit temps de questions-réponses quand même. On a beaucoup parlé donc de la théorie entre guillemets des réseaux sociaux et de leur influence. On a parlé aussi de comment vous, en tant que journaliste ou en tout cas en étant présent sur les réseaux sociaux, vous vous y adaptiez. Et ma dernière question, c'est un peu sur l'effet que ça peut avoir sur votre audience. Si vous sentez que vous arrivez à sensibiliser votre audience, si vous sentez que ça fait évoluer un peu les mentalités. Je ne sais pas si vous avez senti une évolution. Je vais peut-être commencer avec Diego qui est présent notamment sur Twitch, qui a cette interactivité, cette pédagogie. Est-ce que vous sentez que votre audience est davantage sensibilisée à ces questions-là en suivant votre travail, par exemple? I mean, short question is yes. Yeah, I think yes, but because maybe my audience is not so big, so that's why maybe I can say yes. And the problem maybe is to explode the bubble, to go beyond the wall of the people that they have the awareness of ecological stuff, and they believe, it's not belief, that they know that we should do something about climate change and ecological transition. But the problem is, if you ask me if I can sensibilize those people, like let's say normal people, okay, these street people that they are maybe in a strike today or tomorrow, I don't know where is the strike here. If I can sensibilize them, and I'm working on that. I'm trying to make my content more material, more in what the people think, what the people is worried about. So that's why maybe I'm trying to change my content in more generate emotions, but and maybe this is an advice for the people that wants to cover these climate issues, especially journalists for sure. If you want to generate some feeling or emotion, it's totally okay. But the problem is if you are generating fear, because fear is also an emotion and it's an important thing. But the fear is only useful if you know where to run. Otherwise, it's going to paralyze you. And maybe a lot of people doing in a good way, like, okay, I want to spread the climate issues, but they are making more bad, in my opinion, than better. So, yeah, I think I'm trying to do this and try to adapt and analyze my feedback, what I received, to improve everything, and trying to do as much as I can. And that's why even I will talk to you later, and I'll try to also understand how it's working here in France, because okay, I only know the example of Spain. Maybe some of you, or in the question and ask questions part, you can just tell me how do you feel is working here in social media, on the streets, or wherever.
Merci beaucoup. Colline, vous avez un public plutôt d'initiés, du coup, de ce que je comprenais, mais est-ce que vous remarquez quand même aussi un effet de vos publications ? Ouais, bien sûr. Bah, encore une fois, c'est vrai que notre objectif premier, ça va être plus la pédagogie que l'information en tant que telle. Et malheureusement, et à la fois c'est quand même positif, mais on voit que dans le contexte actuel où justement on sent vraiment l'anxiété des personnes, on voit qu'il y a un accroissement de notre audience, en tout cas depuis quelques années, en tout cas avec justement tous les médias et tous les publics qui parlent de plus en plus des conséquences du changement climatique et notamment sur l'eau. Du coup, de par ce fait-là, on a plus d'audience, mais également aussi du fait qu'on n'est pas seulement là pour interpeller, pour alarmer, un peu ce que tu disais tout à l'heure, Tiffany. On est aussi là pour essayer de donner des clés et pour dire, OK, il y a ce problème-là, ça va pas, mais nous, on vous propose d'agir de telle ou telle manière. Et je pense que ça fait aussi la différence et ça intéresse les gens de savoir comment moi, je peux être acteur du changement et pas seulement contemplatif de, oh là là, le monde est en train de brûler et ça m'angoisse tellement que je sais pas quoi faire à ma propre échelle. Du coup, nous, on essaie vraiment d'avoir ce côté éducatif et formateur aussi pour engager les citoyens à se mobiliser pour le climat dans son sens global et pour l'eau en particulièrement. Et juste pour revenir rapidement sur la discussion juste avant, le secteur de l'eau, c'est très particulier, mais c'est très fragmenté et je trouve ça dommage que le secteur du climat soit également très fragmenté et comme disait Marc tout à l'heure, que tout le monde se tire un petit peu dans les pattes pour avoir son propre public, pour avoir ses propres originalité, mais en fait on devrait tous s'entraider et parler de tous les sujets qui sont connexes les uns aux autres, et c'est comme ça qu'ensemble on pourrait vraiment réussir à faire la différence. Voilà, typiquement, juste je vais étaler mon savoir sur l'eau rapidement, mais par exemple il y a quelques semaines il y avait la conférence des Nations Unies sur l'eau. C'est la deuxième depuis 46 ans et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qu'on ait entendu parler dans cette salle, et je trouve ça vraiment dommage qu'au niveau du public ce soit si peu qu'on communique si peu dessus, et même au niveau des instances que à l'ONU, ils ont attendu 46 ans pour se dire bon, ok, aujourd'hui on va se réunir, on va discuter ensemble de la question des ressources en eau, parce que peut-être que c'est problématique et peut-être qu'il y a quelque chose à faire si on veut pouvoir continuer à vivre tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc je pense que c'est un travail de tous, de la société civile, des scientifiques, des journalistes, de parler du climat dans sa globalité pour vraiment pouvoir faire avancer les choses. Je m'arrête là. Non, mais c'était très bien de le préciser aussi. Merci beaucoup. Tiffany, peut-être un mot sur l'effet que vous avez de votre public, qui est quand même majoritairement composé de jeunes, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, c'est ça. En fait, je voulais réagir à ce que tu disais par rapport au fait que vous vouliez donner aussi des clés aux gens et les aider. Nous, dans le jargon en fait du journalisme, on a ce qu'on appelle le journalisme de solution, et on s'inscrit dans cette dynamique-là avec Enter en fait. Parce que en fait on s'est rendu compte que les gens demandent des solutions, et donc en fait par exemple on va essayer de donner des conseils, on va essayer de faire des petits posts non seulement didactiques mais aussi expliquer ce que les gens peuvent faire au quotidien, et toujours la série Il y a de l'idée de Camille est vraiment dans cette dynamique là. Pourquoi en fait cette solution par exemple qui existe aux Pays-Bas ou je sais pas en Espagne pourrait être appliquée en France ou pas, quelles sont ses limites, est-ce que c'est vraiment une solution? Ça c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qui suscite aussi on va dire des réactions de la part des gens qui nous suivent. Voilà. Et peut-être d'avoir un petit mot, Marc, à la fois sur ton public à la radio et aussi à la fois ton public de ton podcast, sur l'effet que ça peut produire auprès d'eux. Difficile à dire pour France Culture. Ils ont beaucoup d'abonnés, France Culture, donc effectivement, en plus ils me font faire des petits trailers vidéo, oui évidemment, pour présenter chacun des podcasts. Je pense que ça marche pas mal, tout ce déploiement de trésors d'ingéniosité pour parler des podcasts. Encore une fois consacré au vivant sur France Culture, sachant que, je tiens à le dire, c'est pas un sujet vendeur en fait. Je suis un peu tombé de ma chaise. Je pensais que les gens s'intéressent. Vu que moi je suis passionné par le vivant,
au tout début que j'ai lancé Baleine sous Gravillon, je me disais que c'était un sujet vendeur. En fait, ça ne l'est pas du tout. Très peu de gens s'intéressent, sont prêts à donner un quart d'heure de leur temps, 1 heure, pour en apprendre un peu plus sur, je dis n'importe quoi, sur les rapaces ou le plancton ou des choses comme ça. Peut-être que c'est votre cas, hein, mais je constate que c'est pas un sujet vendeur. Faut quand même savoir, tu parlais d'Hugo Clément tout à l'heure, il se trouve que je le connais. Enfin, leurs bureaux sont à côté de chez moi. Ça n'a pas été déprogrammé, mais ils font plus de sujets que moi j'ai trouvé passionnant. Par exemple, le sujet qu'il avait fait sur les oiseaux, sur la chute libre des oiseaux en France, il a fait un très beau sujet là-dessus. Et en fait, les spectateurs sont pas au rendez-vous. Donc ces émissions sur le vivant sont programmées, ou enfin deuxième partie de soirée ou des trucs comme ça. Donc bref, France Culture, clairement ils mettent le paquet, mais pour d'autres raisons. C'est parce qu'ils s'ouvrent de plus en plus au podcast. J'en suis une des incarnations, et c'est chouette. Enfin, les médias changent, s'adaptent. Donc ça c'est pour Mécanique du Vivant. Et pour Baleine sous Gravillon, alors là pour le coup, je pense que là j'ai fait toutes les erreurs. Et on a très peu d'abonnés, je trouve, par rapport aux écoutes qu'on fait, 100 000 écoutes par mois. Je pense aussi que c'est parce qu'on est très mauvais. Je suis très mauvais sur les réseaux sociaux, sans doute un boomer au passage. Donc voilà, donc j'ai l'impression que ça m'aide peu, que j'en ai beaucoup trop fait, et qu'au final on va un peu mettre le haut là. Et d'une manière générale, je pense qu'il serait sage de nous inviter à passer moins de temps sur les réseaux sociaux, peut-être à moins en faire. On disait qu'il y a une espèce d'effervescence perpétuelle, partage, les likes, 4% de gaz à effet de serre. Enfin, je pense voilà, hein, c'est sans doute un peu idiot de finir comme ça, mais je pense qu'on aurait tous intérêt à lever un peu le pied sur notre consommation et sur notre émission de tous ces posts finalement, et likes et autres gestes sur les réseaux sociaux. Et ce sera peut-être le mot de la fin du coup. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour vos interventions. On a quelques minutes pour prendre quelques questions s'il y en a dans la salle. Ah, hop. Je vais amener le micro. Bonjour, merci pour vos interventions très intéressantes sur ce sujet. Et moi, j'avais une question un peu sur l'utilisation de certaines sources, notamment du développement de Telegram. Est-ce que dans vos métiers, dans vos fonctions de tous les jours, vous essayez de piocher de plus en plus des informations qui viennent de Telegram et donc qui sont un peu plus libres d'accès sur certains théâtres d'opérations, notamment sur le climat, s'il y a des dégradations? Ou est-ce que vous essayez de diffuser aussi sur Telegram de plus en plus, ou vous essayez de rester toujours dans les agences de presse traditionnelles, voilà. Ça va être une réponse très courte. Malheureusement, je n'utilise pas Telegram. Et donc, si quelqu'un l'utilise, et c'est un tort. Hein. Je pense qu'on devrait s'ouvrir à tous d'évidence. C'est un tort. Pour le coup, moi, j'utilise pas Telegram. Moi, ça m'arrive de l'utiliser. En fait, là, j'ai fait un long format sur la désobéissance civile pour le climat. Et en fait, Telegram, avec les militants, on discutait sur Telegram parce que c'est crypté. Donc, ça permet de ne pas être repéré par les autorités. Enfin bon, après ça, moi, je sais pas, hein, je suis pas développeuse web, d'applications. J'ai un peu des doutes là-dessus sur d'ailleurs la capacité à rester anonyme sur cette application. Mais bon, en tout cas, je sais que beaucoup de militants écolos utilisent Signal, Telegram, tout ça pour discuter, pour prévoir des actions aussi. Moi, vu que voilà, je fais des sujets sur ce domaine-là, ça m'arrive quoi. Mais sinon, à part ça, mais c'est une très bonne question et en fait, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à ça, ouais, en fait, parce que ça va sûrement prendre de l'ampleur. C'est une bonne question. Merci. So I'm using Telegram, but not in that way, in totally the other way. I have a fake number to be in a group of denial people of climate change and conspiracy theories, because I'm trying to do an investigation about that. Because as I said, like if what you are seeing in social media is just the top of the iceberg. What you can see are in private groups of Facebook and private groups of Telegram. So if I say where
I can take where I'm taking the information. I created a little bit LinkedIn inside my Twitter. I have my sources in Twitter, but because I have a good ones, not just anyone there. Merci beaucoup, thank you Diego. On a peut-être le temps encore pour une ou deux questions s'il en restait dans la salle. Ah, pardon, je ne voyais pas la main qui se levait. Bonjour, merci pour toutes ces informations, c'est très intéressant. Je voulais dire concernant LinkedIn, malheureusement c'est professionnel, alors ça touche seulement les personnes qui sont professionnelles sur le réseau. Alors ça touche pas tout le monde. C'est vrai que ça peut être gênant tout ce qui est réseaux sociaux, mais ça permet de toucher tout le monde et dans tous les pays. Alors c'est quand même, je pense que les journalistes devraient prendre en compte justement tout ce qu'on donne sur les réseaux sociaux et faire la part des choses pour adapter leurs informations et pouvoir donner quelque chose de meilleur par la suite, parce que c'est comme ça qu'on peut faire avancer plus facilement les choses. Et je pense aussi que est-ce que ce serait pas peut-être possible pour tout ce qui est, parce qu'on parle de climat, pour tout ce qui est faire quelque chose pour le climat, est-ce que ce serait pas, parce que vous dites bien que, monsieur, que en fait que ça touche pas beaucoup de gens en général, c'est-à-dire que les gens sont pas trop intéressés par tout ce qui est l'histoire des oiseaux ou autre chose. Alors, je pense que c'est chacun de leur côté qui doit s'investir, comme on fait à Volontaires de Paris, par exemple. Volontaires de Paris, on fait beaucoup d'actions pour le climat, mais sur les arbres ou sur autre chose. Mais est-ce que peut-être vous, comme vous dites que les gens ne sont pas très intéressés, proposez ça à Volontaires de Paris pour pouvoir plus parler des oiseaux et faire avancer les choses, parce que c'est seulement en faisant quelque chose chacun de notre côté que les choses vont avancer, quoi. Thank you. Gracias. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais vous parliez de LinkedIn, hein, c'est bien ça. Moi, ce qui me frappe à propos de LinkedIn, c'est que, alors certes, c'est pas le réseau social le plus utilisé. Alors, je regardais, je crois, les chiffres ce matin, je crois qu'ils sont un peu dans les choux, hein, par rapport à Facebook, qui comptabilise, je crois, 3 milliards d'utilisateurs quasiment. Et il me semble que LinkedIn, dans le monde, c'est 400 millions. C'est loin derrière beaucoup les autres grands réseaux sociaux. TikTok est en train de monter comme une fusée. Enfin bref. Mais LinkedIn, ce que j'observe, alors moi, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Je le trouve très efficace. On est typiquement dans quelque chose, alors peut-être que je me trompe, hein, quelque chose, je crois que c'est Margaret Mead qui disait ça. LinkedIn, c'est une minorité de gens qui s'en emparent, mais je pense que c'est des gens très influents. Qui sont sur LinkedIn, à l'inverse d'un Facebook par exemple. Et donc, bien qu'il y ait peu d'utilisateurs, je crois qu'il y a 22 millions d'utilisateurs de LinkedIn en France, si je dis pas de bêtises, contre 2 fois plus pour Facebook par exemple. Mais je pense que c'est la fameuse minorité dont parlait Margaret Mead qui est utile et qui fait avancer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Et ce qui me frappe chez LinkedIn, c'est le fait que c'est un média qui a été complètement détourné, hijacké de sa fonction originelle, qui était de parler de boulot, de parler de management, de choses qui au final intéressent peu, j'ai l'impression, les membres de LinkedIn. Et c'est devenu un média de très très haute qualité, je trouve, mais qui est complètement sorti de son lit originel. Et c'est rigolo, c'est une histoire assez unique dans l'histoire des médias, je trouve. Mais au final, c'est devenu ce qu'il est devenu, un média qui est complètement échappé, je pense, aux intentions de ses concepteurs. Voilà, et que moi je trouve, pour moi c'est vraiment celui que je trouve le plus utile, pour moi. Non, mais comme je précisais tout à l'heure, nous on est présents sur divers réseaux sociaux, les plus connus, Facebook, Instagram et LinkedIn. On est autant actifs sur l'un que sur l'autre, mais c'est vrai qu'on voit un intérêt peut-être particulier sur LinkedIn. J'ai pas particulièrement de réponse à apporter à la question de Madame, mais je voulais juste préciser quelque chose. Ça va étonner personne, mais vraiment pour moi, les réseaux sociaux, ça reste quand même la globalisation, etc. Et dans le monde, il y a plus de personnes qui ont accès à Internet que de personnes qui ont accès à l'eau potable.
Et donc effectivement, quand on remet les choses en perspective, on se dit qu'il y a quand même du travail à faire. Et après, c'est évident qu'il faut se servir de ça, de se servir des réseaux sociaux pour alerter sur ces situations et trouver des solutions tous ensemble. Mais voilà, je voulais juste ajouter cette petite Non, c'est bien anecdote. parce que c'est une illustration assez marquante et ça clôture très bien notre table ronde. Merci beaucoup à tous les quatre, merci pour vos questions. Juste quelques petites informations. Je remercie évidemment nos quatre intervenants, Marc Mortelmans, Diego Ferraz, Colline Arnoux et Tiffany Fillon. Je remercie également les interprètes qui ont traduit cette conférence durant plus d'1 heure et demie et merci à elles parce que c'est pas facile.